Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à nous écouter un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde, et nous vous en remercions. Et sans faire de jaloux, nous voudrions saluer particulièrement quelques auditrices et auditeurs. Madame Evelyne Aticho, épouse d'Ogba, qui est la directrice du collège protestant d'Agbalepedo. Nous vous saluons pour votre bienveillante fidélité d'écoute, comme nous saluons aussi Monsieur Louis Tomega, qui est l'un de nos plus fidèles auditeurs, et il doit nous écouter parce que c'est son fils, Kokou Michel Vitogbe Tomega, qui nous conduit à la technique. Nous saluons également la famille de Géraud Dakoutia depuis Alokwegbe dans le Zio. Et nous souhaitons bonne rentrée judiciaire 2019-2020 aux magistrats de la Cour suprême qui opèrent leur rentrée judiciaire aujourd'hui même, actuellement même. Et le thème sur lequel la Cour suprême va méditer, c'est la gestion des problèmes fonciers par la Cour suprême. À la technique, donc, Kokou Michel Vitogbe Tomega, qui va faire en sorte que son papa nous écoute dans de bonnes conditions. Et Géraud Dakoutia également, dont nous saluons encore les parents depuis Alokwegbe. Et à propos des auditeurs, nous avons pris acte de vos plaintes. Quand vous nous reprochez nos téléphones qui vibrent et qui sonnent au cours de l'émission, également nos déplacements au studio qui vous incommodent, j'ai passé le message à moi-même, aux techniciens et aux confrères au studio. Les confrères qui sont au nombre de 4 et que je présente dans l'ordre d'arrivée, Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères et surtout bonjour à tous nos amis auditeurs et auditrices. Merci. Magloire Teko Kenvi de Flambeau des démocrates. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères autour de la table et bonjour à nos fidèles auditeurs. Coucou particulier à l'auditeur Parfait Accord qui m'a également fait cas de ce que vous veniez de rappeler tout à l'heure. Donc c'est pour le rassurer que nous allons nous discipliner. Nous allons essayer de nous discipliner un peu pour que l'émission passe très bien. Merci Ambroise Yaoponjo, dont je présume que la salutation va encore être longue. En fait, c'est une salutation qui n'est pas forcément longue, mais qui donne des indications par rapport à certains sujets prioritaires qui ne sont pas forcément abordés dans le débat. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de Radio Canal FM, chers confrères. Et je voudrais juste attirer l'attention du nouveau ministre de l'enseignement primaire et secondaire sur le cas du CEG Ségbé. Ce cas est un cas important. Je sais que le ministre, comment on l'appelle, Afotedi, est un monsieur très ouvert et il saura réguler la situation qui se produit là-bas au niveau des enseignants volontaires, surtout au niveau des enfants qui sont à 4 et à 5 par banc. Merci. Merci Elam Atichogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et toutes mes excuses pour la voix un peu cassée, j'ai chopé un rhume. Bonjour à tous les confrères en studio et puis je pense que le message est bien passé. Olivier Adja qui arbore une veste des années 1960 et que nous recevons aujourd'hui dans le sillage de l'apparition du magazine Arakiri. Bonjour Olivier. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. C'est une veste de 1929, pardon, 28 vraiment, comme vous le dites, mais peut-être que c'est en avance sur votre temps, Sass. Merci. Eh bien, le plateau est déjà planté et nous allons venir aux questions politiques de l'heure, notamment depuis hier, les candidats à l'élection présidentielle peuvent passer à la CENI, retirer leur fiche de candidature. Le dépôt même des candidatures, ce sera le 27 décembre pour être clôturé le 8 janvier. Et la CENI qui a également annoncé qu'elle affiche demain dans les centres de recensement les listes provisoires
des électeurs. Et on annonce également dans la foulée que l'OIF et la CEDEAO vont dépêcher des techniciens pour aider à consolider le fichier. Nous allons voir tout ça également, le processus de recomposition de la Cour constitutionnelle, mais des questions de proximité que nous allons partager avec vous, juste le temps que nous découvrions la pensée du jour qu'une généreuse dame a partagée avec nous hier après-midi. À quoi nous sert le soleil si nous devons vivre les yeux fermés? À quoi nous sert le soleil si nous devons vivre les yeux fermés? Chacun va méditer sur cette pensée du jour. Commençons par la une des journaux avec les questions de proximité que vous partagez avec nous. Olivier, commençons par le titre phare du magazine Harakiri qui est dans les kiosques depuis hier. Oui, le magazine Harakiri est dans les kiosques depuis hier et le titre parle de ce Parlement donc qui est très dangereux au monde, et lorsque vos problèmes et vos soucis atterrissent et au sein de ce Parlement, il faut être sûr que vous êtes foutu, soit vous devenez fou, soit vous êtes totalement tué. Donc voilà, qu'est-ce que ce Parlement? Nous avons mis l'image. Je vais peut-être trahir cette image en disant que c'est un salon de coiffure ou un salon de tresse, là où les femmes se regroupent pour arranger leurs cheveux. Et ça, je vous dis que les problèmes, les sujets qui sont débattus dans ces endroits et les solutions qui sont trouvées, et vous ne pouvez pas croire, parfois, ça va jusqu'à la destruction des foyers. Ce sont des endroits où certaines femmes vont se défouler. Ce sont des endroits où certaines femmes vont chercher des conseils sur des questions matrimoniales, mais la plupart du temps, les conseils qui leur sont donnés ne vont pas dans le sens d'arranger les choses dans leur foyer. Merci. Vous n'avez pas oublié qu'à partir de 12h, vous entrez en ligne par le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-animer avec nous, intervenir sur l'un ou sujet dont nous débattons. Eh bien, le premier sujet, c'est la coiffure des femmes avec ce Parlement où si un homme s'y aventurait, il en sortirait soit fou ou soit tué. La coiffure des femmes qui vous intéresse, vous aussi, l'homme Ati Chogbe, vous nous parlez de ce que coûte l'entretien des cheveux des femmes. Oui, c'est le biais de notre chroniqueur Pana qui a fait une belle chronique sur le cheveu des femmes. 500 000 francs par mois pour se défriser. Pardon? 500 000 francs CFA par mois pour se défriser. 500 000 francs CFA par mois pour se défriser. Pour les cheveux d'une femme. Pour les cheveux d'une femme. Et on s'est rendu compte que récemment, au niveau de ce qu'on appelle l'élection de la plus belle femme du monde, Miss Univers, elle avait quand même des cheveux coupés. Et notre chroniqueur a bien voulu consacrer son billet pour faire le contraste entre celle qui dépense 500 000 francs CFA par mois pour ses cheveux et les coupes afro-naturelles, sinon les cheveux crépus qui caractérisent nous, Africains, la femme africaine. Et il a bien voulu faire le contraste et je réserve le contenu de ce billet à nos lecteurs et je recommande cela à toutes les femmes qui aiment quand même se défriser ou qui aiment se faire couper les cheveux. 500 000 francs de francs CFA pour se soigner les cheveux. Je comprends pourquoi Ambroise a choisi de se raser la tête. Non, je ne me suis pas rasé la tête. J'ai fait le style américain et je sais que dans les années 60, 80, 70, 80, quand vous voyez la tête d'un employeur de CASEF rasé, ça veut dire qu'il y a un fond spirituel. On a tendance à dire ça. Maintenant, c'est la mode depuis la période des Michael Jordan, dans les années 90, les NBA, où les Américains ont tendance à vider le cheveu crépus, surtout les Noirs américains. Et donc, la tendance a gagné l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, avec d'abord les Ivoiriens, et ensuite les Togolais, ajouté à ceux-là qui sont dans le fond spirituel. Donc, tout est confondu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un raser la tête ou laisser quelques cheveux crépus, vous en doutez. Mais néanmoins, c'est la mode. Merci. Le prix de la tête d'une femme par mois. Ce prix ne va pas dissuader Magloire Teko Kenvi de se marier prochainement. Magloire. Oui, bien évidemment.
En réalité, il faut dire que la question que soulève le confrère et l'homme, elle est pertinente et à la fois ça me chagrine un tout petit peu, surtout à voir nos sœurs, surtout à de pareilles circonstances. Vous savez que nous sommes en cette période de fin d'année où la monde voudrait que tout le monde se parle, n'est-ce pas, ou se mire, en tout cas se met dans les conditions. Et de gauche à droite, elle se demeure à s'endater même pour se faire de belles chevelures et tout. Or, en réalité, Dieu n'est pas aussi con pour créer les Africains avec des cheveux crépus. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on veut forcément ressembler à l'autre sans exprimer cette fierté-là, de se contenter de ce que nous avons. Et donc, et l'homme l'a soulevé tout à l'heure, nous avons vu le cas, il y a quelques jours où la Miss Univers, qui est la plus belle femme du monde à l'heure actuelle, a les cheveux crépus. Et donc, ça doit être un message très fort à nos sœurs, à nos mamans, pour se dire que en réalité, ce qui se voit ailleurs n'est forcément pas le meilleur et que nous aussi, nous pouvons valoriser ce que nous avons. Merci. Nous sommes en fin d'année, de fêtes d'ampleur qui se profilent à l'horizon. La Noël, l'avènement du Christ Jésus pour le monde chrétien, puis la Saint-Sylvestre, le nouvel an pour le monde entier. C'est la saison par excellence des couturiers, couturières et des salons de coiffure. Également, en période, c'est le temps de faire le bilan de l'année finissante. C'est ce que fait Focus Info dans son éditorial en parlant d'une année apaisée. Et comme la fête de fin d'année, comme la fin d'année rime avec les fêtes, dans quelle prédisposition nous célébrons sa fête, Front des démocrates qui parle plutôt des fêtes de fin d'année sur un air morose. Et pour Flambeau, pour nombre de Togolais, l'essentiel c'est de franchir le seuil de la nouvelle année pour s'en remettre au Créateur, et le train-train quotidien continue. Michel Tadia, je devine que vous auriez pu faire un titre pareil si vous aviez paru aujourd'hui. Ah, bon, je sais pas, mais l'idée que véhicule le confrère Focus, je pense qu'elle n'est pas... Focus fait le bilan de l'année, oui, en parlant d'année apaisée dans son ensemble. Oui, mais pour ajouter en plus que la situation n'est pas aussi très bonne quant à ce qu'il s'agit des préparatifs des fêtes de fin d'année, parce que c'est vrai, on a une année apaisée, mais bon, on n'a rien. Donc on n'a pas beaucoup. Bon, toi tu n'as pas beaucoup, certains n'ont, d'autres n'ont rien. C'est ce qu'il faut comprendre, parce que il faut le dire aujourd'hui. Vous allez voir le 24 décembre, le 31 décembre, les églises seront pleines. Les gens vont là-bas juste pour s'en remettre à Dieu. Vous savez que quand les gens n'ont rien, le plus souvent leur refuge principal c'est Dieu. Et puisque quand les gens ont beaucoup à fêter, bon, ils ratent, ils oublient d'aller à l'église. Donc, vous allez comprendre que les églises seront pleines parce que les gens vont aller demander à Dieu de faire en sorte que 2020 soit meilleur. Mais dans tous les cas, quand vous regardez le visage des Loméens, des Togolais actuellement, quand vous les regardez, vous sentez que les gens sont un peu angoissés. Les gens se demandent, bon, avec la situation là, est-ce que on peut bien faire les fêtes de fin d'année? Bon, ce n'est pas l'ambiance. Nous sommes à quelques, les gens vont me dire que non, c'est mercredi est encore loin, mais de par les années passées, à moins d'une semaine, il y a une certaine effervescence quand vous sillonnez les rues. Dans tous les cas, pour les parents, ils feront un effort pour que les enfants quand même puissent être heureux. Quelque chose pour illustrer ce que Michel présente et que Flambeau des démocrates qualifie d'air morose. Vous savez que depuis le 15 décembre, il est ouvert la quinzaine commerciale de Lomé à Gbadakhonou. Je suis passé là-bas hier dans l'après-midi à 16h. Les stands étaient vides. Les exposants s'ennuyaient. Bien sûr, on ne va pas dire que tout Lomé, tout le Togo
sont à l'image. C'est pourquoi quand vous parliez des coiffures et tout, je vous regardais parce que je ne sais pas, c'est vrai, les femmes qui ont des moyens, vous savez qu'économiquement, au Togo actuellement, les femmes sont tellement, il y en a qui sont très puissantes, hein. Les femmes ont les moyens d'aller dans les salons de coiffure, quitte à elles de mettre 500 000 ou 200 ou 300 000. Mais il faut pas avoir quelques-unes généralisées. Il y a peu qui paient ces frais-là, mais il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas ou qui se débrouillent à leur manière pour paraître belles ou jolies, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas les femmes, elles veulent être jolies parce qu'une femme qui est née belle, elle n'a pas besoin même d'ajouter quoi que ce soit. Vous avez tout dit. C'est ce que je dis à ma femme tout le temps. Elle n'a pas besoin d'aller en coiffure, au salon de coiffure. Dieu l'a créée belle. Et c'est tout. Oui. Celle qui veut être jolie, c'est pourquoi nous, quand on était encore au village, on nous disait de ne pas draguer les filles le jour de fête parce que toutes sont belles. Toutes sont jolies et de faire attention le lendemain, mais c'est gare à vous si vous vous aventurez. Le lendemain, vous avez l'impression de vous affairer à une... Merci. Voilà un conseil d'un aîné que Magloire doit bien tenir. Vous, à qui nous souhaitons beaucoup une compagne, Magloire, n'allez pas draguer les filles le jour un jour de fête. Gardez ce conseil pour vous. Mais nous revenons donc à l'ambiance de fête. Fête ou pas fête, mais cette fin d'année devrait rimer avec une lutte contre l'excès d'alcool, notamment pour ceux qui sont dans le trafic. Et beaucoup de journaux sont revenus sur cette mesure prise par le ministre de la Sécurité il y a quelques jours et qui apparemment est déjà entrée en vigueur. Il s'agit des alcotests que les agents de police et gendarmerie font déjà sur les routes. Ceci pour réduire le décompte macabre sur nos routes, comme le rappelle Dounia Le Monde. Symphonie aussi écrit alcool au volant, le général dit stop. Autre journal encore, c'est Focus Info qui, à la page 10, s'intéresse également à ce sujet. Focus Info donc qui écrit que le Togo est passé à l'éthylotest pour freiner l'hécatombe sur les routes et le confrère chronique de la semaine fait déjà les comparaisons et nous écrit que bientôt une bouteille de 65 centilitres de bière vaudra à son consommateur une amende de 10 000 francs CFA. Et chronique de la semaine dit craindre dans la foulée que la brasserie et les débits de boissons qui risqueraient de faire de mauvaises affaires. Ambroise, voilà cette mesure que le ministre a annoncée. C'était le vendredi et qui est entrée en vigueur. Du moins lundi, on a commencé à voir les policiers qui soumettent quelques usagers de la route à l'alcotest. Bon, d'abord, moi, je ne vais pas tout de suite conforter cette décision parce que, vous savez, l'alcool a toujours été, depuis les temps immémoriaux, un socle de vie et de conduite dans nos vies, hein, surtout nos grands-parents. C'est l'alcool qui a toujours fonctionné. Hein. Il faut tout juste savoir comment prendre l'alcool. Je crois que si on passait à ces indications-là, demander aux gens de ne pas abuser, comme la Bible même le dit. Vous pouvez prendre l'alcool, mais de ne pas abuser, c'est bien. C'est vrai qu'il peut y avoir des indélicats. On ne peut pas, à cause de ces indélicats, interdire aux gens de prendre, par exemple, des médicaments, des racines de feuilles qu'on met dans l'alcool pour boire. Il suffit que je prenne ce médicament-là parce que j'ai un mal et que je traîne sur la route. Je n'ai pas pris de l'alcool pour le prendre parce que j'ai pris un médicament et que les policiers me prennent. Prendre un médicament avec l'alcool? Avec l'alcool, oui. Beaucoup de médicaments à base des herbes sont teintés d'alcool. Qui recommande ça? Non, c'est ce que je dis. Quand vous prenez un médicament à base comment on va appeler, de racines de tisanes, de racines de plantes avec l'alcool, comme le recommandent beaucoup de thérapeutes, vous quittez, vous prenez, vous allez, il y a un risque. Ça veut dire que ceux-là aussi ne peuvent plus vivre. Donc, je crois que la mesure n'est pas aussi très mauvaise, mais il faut qu'il y ait un contour bien analysé pour pouvoir le faire. Ça, c'est un de deux. Le taux dont on parle, 0,5 là. Moi, ma bière, 0,5
Grammes par litre de sang. Par litre de sang. Oui. Ou bien par un volume d'air également. Parce qu'il y a jusque-là, il y a toujours un flou. Les Togolais qui prennent... Si moi je veux voir la bière, c'est une seule bouteille. Je ne dépasse pas. Maintenant, je ne sais pas si ma bouteille de bière là, que je prends avant de quitter, je conduis même bien avec ça. Laissez les autres apprécier votre conduite. Non, c'est moi-même qui apprécie ma conduite. C'est moi-même qui... La preuve, je n'ai pas fait d'accident avec quelqu'un d'autre depuis plusieurs années. Donc, je me dis que je sais me conduire, je sais quelle quantité de bière prendre, juste une seule bouteille. Est-ce que ça me vaut de tomber sous le coup de la loi? Il y en a qui exagèrent, je suis d'accord qu'on sanctionne ces gens-là. Mais par contre, il y en a aussi, c'est quand ils prennent l'alcool jusqu'à 3, 4, qu'ils arrivent à bien conduire. On le dira. Je n'invente rien. Donc, je dis que la loi là même, la décision même n'est pas aussi mauvaise. Mais il faut faire les contours de cette loi, de cette décision, pour ne pas créer de la zizanie. Ceux qui prennent du tramadol, on n'en dit rien par rapport à ces gens-là. Les gens qui arrivent au feu rouge et qui descendent concomitamment ou immédiatement de la moto et sur la moto, au vu et sur des gens, c'est le tramadol qui fonctionne comme ça, mais pas l'alcool. Yark n'a pas interdit la consommation de l'alcool, mais il a surtout vivement recommandé, il part en guerre contre l'excès de l'alcool, surtout si on doit prendre le guidon de son vélo ou de sa moto ou bien le volant de sa voiture dans la circulation. C'est juste ce que le gouvernement a voulu prévenir. Non, je crois qu'il faut faire un débat autour de cette question-là. C'est une question de société, et j'estime que chacun doit, s'approprier cette question et pouvoir en discuter et donner donc son point de vue. Ambroise a donné son point de vue que personnellement je partage pas forcément, mais quand même il faut respecter cela. Il y a d'autres Togolais qui ont le même point de vue, d'autres qui ont un point de vue divergent. Moi j'estime que ce sont des normes internationales que le Togo n'a pas créées, parce que dans plusieurs pays il y a plusieurs causes des accidents. Et chaque fois au Togo, on relève que la route tue beaucoup. Moi, j'ai dit ici une fois que le général Yark est devenu, je sais pas trop, quelqu'un qui seulement fait le bilan des morts, mais ne propose jamais de solution. Je crois qu'il y a 2 ou 3 années, il a commencé par changer son fusil d'épaule, par proposer des solutions. Et l'une de ces solutions, c'est de lutter contre l'alcool au volant. Et oui, et au guidon des motos. Et au guidon, et tout ce qu'on peut. Oui, si vous prenez votre alcool pour des questions médicales, et trouvez un chauffeur, trouvez quelqu'un pour vous conduire. Il y a pas on ne l'interdit pas. C'est-à-dire, vous pouvez prendre l'alcool et être dans la voiture, mais pas être au volant. À ce niveau-là, il y a une vidéo qui circule. Il semble que c'est au Rwanda, Kigali. Il y a un bar spécialisé. Oui, je l'ai vu aussi. Oui, alors si vous arrivez là-bas et si votre consommation d'alcool arrive à un certain niveau, le bar même ou le restaurant vous trouve un chauffeur qui vous dépose à votre domicile à bord de votre voiture. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une loi et certains ont témoigné que ça leur a permis d'éviter de trop prendre de l'alcool, parce que dans la soirée, quand ils veulent prendre leur volant, ils savent comment ils vont se comporter. Donc c'est une bonne mesure, parce que l'alcool en général n'est pas conseillé. On sait que l'alcool agit sur nos fonctions et ce n'est pas conseillé. Donc si ça peut aider à diminuer le taux de consommation, c'est pas un problème. Mais nous, par exemple, dans Raki, nous relevons et de façon humoristique que certains ont été allaités à la mamelle, même dans le lait de leur maman, il y avait de l'alcool. Dans certaines localités du Togo, même quand vous vous réveillez le matin, vous prenez, et je ne vais pas citer de localité, mais le ministre Yak ne me démentira pas. Et voilà, le matin, vous prenez, même les enfants, ils prennent de l'alcool. Donc c'était même leur haleine, déjà, ça vous saoule. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et même les policiers qui contrôlent. Et certains d'entre eux, on les connaît. Il y a certains que moi je connais. Et je connais qui sont des spécialistes. D'accord, mais nous allons prioriser l'essentiel. Absolument, la vertu, la loi doit s'imposer à tous. Et s'il y a des exceptions,
on va constater ces déceptions-là. Merci. Un auditeur qui attire notre attention qu'il y a certains médicaments, même en pharmacie, qui contiennent des doses d'alcool. Il y a également le cas des tramadol, autre produit que Ambroise a évoqué. Probablement que prochainement, le ministre Yark va annoncer des mesures également de prévention contre ça. Et puis, un peu pour la bonne humeur, il y a quelqu'un qui nous raconte une anecdote que le ministre a annoncé la mesure le vendredi. Et le samedi, c'était la fête Ting Bang Pap à Saint-Cassé, et que le ministre aurait envoyé des machines qui ont disparu dans la nature une fois arrivé à Saint-Cassé. C'est pas possible. Je crois que c'est une anecdote juste pour rire. Non, moi je crois que la mesure aujourd'hui, elle est salutaire. Je le dis parce que, en fait, on doit faire l'analyse à partir de la morphologie et de l'anatomie de l'être humain. On a combien de litres de sang dans le corps? On dit 0,5 grammes par litre. L'être humain a combien de litres de sang dans le corps? On a 5 litres de sang. 5 litres de sang. 0,5 grammes d'alcool par litre. Si vous consommez de l'alcool, une bière, ça ne fait pas encore 0,5 grammes par litre. Ce qu'on appelle litre de sang dans le corps. Si vous avez pris une bière, ça ne fait même pas encore 0,5 litres 5 grammes par litre de sang. Ça ne le fait pas encore. Et donc, si vous prenez une bière, on ne peut pas déceler, la machine ne peut pas dire que vous avez fait de l'excès d'alcool, de l'abus d'alcool, que vous ne pouvez pas conduire. Je ne sais pas, pour le moment, comment ça peut se faire jusqu'à ce qu'une bière puisse quand même faire 0,5 grammes d'alcool dans le sang. Enfin, maintenant, aujourd'hui, ce que le ministre dit, c'est que le truc se passe, l'alcool test se passe dans beaucoup de pays. On le fait dans beaucoup de pays. Et les pays qui ont mis ça en vigueur, on a constaté que sur les routes, il y a eu moins de morts. Et l'alcool ne tue plus comme ça tuait. Donc aujourd'hui, je pense que la mesure est arrivée au Togo. On ne va pas, on ne va pas mettre du bémol. On ne va pas chercher à dire que oui, bon, il y a des gens qui prennent des médicaments à base d'alcool et tout. Celui qui prend des médicaments à base d'alcool, il ne met pas tout le litre. Tout l'alcool avec le médicament, il boit pas tout. Il prend pas un quart de soda-bille avec son médicament. Il prend à la limite un petit verre. Et donc un petit verre avec le produit, je ne vois pas en quoi ça peut constituer 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Merci, nous sommes réconfortés qu'un compatriote nous suit en direct depuis San Francisco, aux États-Unis. Ça fait chaud au cœur, tout comme un autre ami, M. Yao Mensan, qui travaille à la CET, qui nous suit. Nous sommes rassurés que par le biais de notre ami Yao Mensan, la CET ne va pas nous couper le courant d'ici la fin de l'émission. On va juste écouter Michel sur la question là, très rapidement. L'alcool au volant, la lutte contre l'alcool au volant. Non, c'est des mesures. Je pense que chez nous on dit que si vous voulez manger du capitaine poisson, bien sûr, il faut pêcher dans toutes les eaux parce que on ne sait pas. Ça dit que le ministre Yark est en train de chercher par tous les moyens des solutions aux problèmes des accidents de la route. Et je trouve que cette mesure, elle n'est pas singulière pour le Togo. En Allemagne, même dans certaines parties de ce pays, il y a des mairies les week-ends qui organisent le ramassage des véhicules de ceux-là qui sont en état d'ébriété, parce que vous le savez, à un taux donné, vous n'êtes pas en mesure de conduire. Donc la mairie se charge de prendre les véhicules de les ramener chez eux, et puis le lendemain ils viennent payer l'amende pour retirer leur véhicule. Donc vous voyez, donc chez nous ici, je pense c'est aussi dans le sens de réduire d'une manière drastique le taux d'accidents sur les routes. Et aujourd'hui, ce que le ministre Yark doit comprendre, c'est que malgré cette mesure, les Togolais vont boire. Ça, c'est clair. Les gens vont boire, mais sauf que il y a une deuxième brasserie qui va ouvrir qui viennent, selon nos informations, avec 16 bières simultanées. Donc, ça veut dire que, ça veut dire quelque part que les gens, malgré même que la brasserie augmente d'une manière hasardeuse des prix sur ces produits, mais les gens continuent toujours. Donc, cette mesure, c'est une manière peut-être de nous dissuader à moins prendre de l'alcool parce que nos vies en dépendent. Et je ne trouve pas. Merci, c'est une question de vie. Nous avons assez parlé de Yark, mais nous passons d'un ministre à un autre, et c'est la Nouvelle Tribune qui le fait.
Elan Tchokbe, votre journal s'intéresse aujourd'hui au professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé. Vous écrivez santé publique, pitié, monsieur le ministre. Oui, tout simplement parce que je pense que nous sommes en train de toucher le fond dans le domaine de la santé. Vous savez que le Togo, sur la façade atlantique du continent, est l'un des pays dont aucun hôpital public ne dispose d'un scanner. Je ne dis pas que ça date du professeur Moustapha Midjiawa, mais ça date des années. J'en veux pour preuve le projet BIDC, financé à hauteur de 10 milliards, où on devrait doter le plus grand centre hospitalier du Togo d'un scanner, ce qui n'a pas été fait. Et ce qui a été fait, mais enfin, le scanner était défaillant. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un ministre de la Santé qui est du secteur, qui était chef rhumato au CHU Sylvanus Olympio, qui aujourd'hui devient ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais depuis plusieurs années déjà, on constate que ça ne va pas dans le secteur. Qui devrait quand même prendre des décisions courageuses. On s'est rendu compte qu'il a voulu faire la contractualisation des hôpitaux, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais on a mis près d'1 milliard, sinon 863 millions sur 3 ans dans la contractualisation. Et ça ne marche pas aujourd'hui. Et comme bilan, le ministre nous dit que ça a permis d'acheter un microscope au CHR d'Atakpa, mais un microscope, ça fait 1 million 500 francs CFA. Même des comités villageois de développement peuvent vous offrir un microscope, c'est rien du tout. Si la contractualisation de 800 millions de francs CFA peut acheter un seul microscope d'1 million, je pense qu'on a fait des prouesses, monsieur le ministre. Donc après, et quand vous prenez les ENAM, les écoles nationales d'auxiliaires médicaux aujourd'hui, le ministre de la Santé en même temps directeur de l'ENAM depuis 27 ans aujourd'hui, il tient les câbles au niveau de l'ENAM et c'est lui qui en réalité est le seul ordonnateur de toutes les ENAM sur l'étendue du territoire, de toutes les écoles de formation paramédicale, puisque c'est lui en tant que ministre de la Santé. Et on se rend compte finalement que la gestion même de ces ENAM est une gestion problématique et vous ne pouvez pas aujourd'hui former des gens et vous faites à côté la promotion du cumul de fonctions. Le directeur du CHP Palimé, qui est le beau-frère du ministre, est en même temps le médecin-chef pédiatre de Palimé, le directeur de l'ENAM Palimé et le directeur des sages-femmes de Palimé. Lui seul. Et c'est sous Midjiawa que ça s'est passé. Le directeur de CHU Kara et en même temps le directeur de l'école nationale des sages-femmes de Kara. C'est sous le ministre Midjiawa. Et donc, on ne peut pas dans cet environnement-là former des étudiants et à côté faire la promotion du cumul de fonctions avec des proches, notamment des beaux-frères qu'on balance à 4 postes respectifs. Comment vous voulez que les gens soient compétents? Au même moment, vous êtes en train de faire des concours d'entrée. L'année dernière, je rappelle que pour le concours d'entrée juste à l'ENAM de Lomé, on a enregistré 37 000 candidatures, s'il vous plaît. Vous multipliez ça par 5 000 francs CFA d'études, de frais d'études de dossier, vous tapez 160 millions, un peu plus. Et ça, par exemple, on ne sait pas comment c'est géré, puisque le jour de la correction, les surveillants ne prennent pas tous les mêmes rémunérations. En fait, ça varie en fonction de celui qui vient, celui qui vient pas. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se permettre ce laxisme pendant qu'on multiplie les écoles de formation paramédicale sur toute l'étendue du territoire national et on forme des élèves ou des étudiants qui viennent sur le marché de l'emploi. L'État ne peut pas tout consommer. Oui, l'État ne peut pas prendre tous les étudiants qui sortent des écoles de formation paramédicale. Mais il faudrait en réalité qu'on arrête de faire la promotion du cumul de fonctions, qu'on donne des chances égales à tout le monde et que véritablement, monsieur le ministre, on puisse se préoccuper de la santé des populations. Aujourd'hui, dans le domaine, vous faites le constat, la contractualisation, c'est bien, ça a permis de faire un certain nombre de choses, mais ça ne s'arrête pas que à accroître les recettes de l'État, encore que aujourd'hui, quand vous prenez le CHP Palimé, le CHP à Nero, c'est des hôpitaux qui ne sont pas sous contractualisation, mais qui font mieux que les hôpitaux qui sont sous contractualisation. Demandez-vous véritablement pourquoi. Pitié, monsieur le ministre, c'est l'alerte que lance la Nouvelle Tribune qui trouve que le professeur Midjiawa fait la promotion de la promiscuité et également qui promeut le cumul de fonctions. Une seule et même personne qui a 3, 4, 5 charges à la fois, c'est à voir. Tout ce qui amène le confrère à trouver que le système de santé publique au Togo tombe de Caraïbes en Silla. La preuve, nos centres de référence, CHU Sylvanus Olympio, CHU Lomé Campus, quand vous y allez pour une analyse, on vous réfère plutôt dans un hôpital privé. Il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de radio souvent, ne parlons même pas de scanner. Et la dernière fois, c'est un Coréen qui nous a offert 2 ambulances. Alors que nous sommes quand même là, tout un ensemble de questions quand même que nous posons en profane, mais que nous référons aux techniciens que sont le ministre et ses collaborateurs. Pourquoi pas à l'État
Olivier, l'axe 3 du PND va passer par là aussi. Oui, bien sûr, l'axe droit du PND passe par là. Il faut quand même que les choses soient bien organisées, surtout au niveau des structures de la santé. Et ce matin, nous avons publié d'ailleurs un article sur le budget 2020 et qui prévoit d'accorder, je crois, jusqu'à 40% donc des parts de ce budget aux questions d'éducation, aux questions de santé. Et on annonce déjà la réhabilitation ou la reconstruction, c'est selon, du CHU Sylvanus Olympio et beaucoup d'autres choses. Donc, dans ce budget, je conseille aux uns aux autres d'aller découvrir le budget. Il y a de très intéressantes choses dedans. Maintenant, une chose est d'annoncer et l'autre est de pouvoir le faire, appliquer donc ces lignes qui sont dans le budget à la fin de l'année, parce que parfois c'est difficile. On n'arrive pas à consommer d'abord donc les aides qu'on nous accorde, mais même au niveau du budget, c'est difficile de voir l'application ou la mise en œuvre des lignes qui sont inscrites au sein de ce budget, alors que la question sociale revient encore parce que l'État veut accorder plus de part au social dans ce budget-là. Mais on veut quand même qu'à la fin de l'année, qu'on vienne, pourquoi pas le Premier ministre, pourquoi pas certains ministres viennent nous faire le bilan de tout ce qui a été promis dans le budget et leur application visible sur le terrain. On n'en serait que content au niveau par rapport au budget pour dire un mot, bon, de façon ramassée, j'ai appris qu'on nous parle d'un montant de 160 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du CHU Sylvanus Olympio, du CHU Cara et puis du CHR Sokodé, 160 milliards de francs CFA pour 160 milliards de francs CFA pour 3 hôpitaux pilotes. Et tout ça reste à confirmer, à redéfinir par rapport aux priorités en ce qui concerne la réhabilitation des 3 hôpitaux pilotes et puis la dotation en équipements médicaux. Merci. Les hôpitaux de référence dans les grands centres urbains, mais également il faut penser aux populations des localités enclavées de l'intérieur. L'État le fait jusqu'au centre, jusqu'aux unités de soins périphériques dans les villages, mais il y a également de bonne volonté des ONG confessionnelles ou laïques qui font leur part, dont l'Association internationale des médecins pour l'éducation de la santé, M-Afrique, et son président fondateur Michel Serge Kodom. Magloire, déjà la semaine dernière, votre journal Flambeau des démocrates nous annonçait que Kodom et M-Afrique étaient ou bien devraient être à Genève du 16 au 18 décembre pour une conférence sur la problématique de l'accès aux soins de santé en milieu rural en Afrique. La conférence a eu lieu, et cette conférence qui a été honorée par l'intervention du directeur général de l'OMS en personne. Oui, bien évidemment, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, il y a en tout cas plusieurs spécialistes, des médecins, des universitaires, des organisations de la société civile se retrouvent, n'est-ce pas, depuis lundi à Genève en Suisse pour parler justement de la problématique des soins en milieu rural, surtout en Afrique, parce que vous savez, le problème il se pose avec beaucoup plus d'acuité en Afrique, et donc l'objectif visé par notre compatriote Dr Kodom, qui est le président international de l'ONG Afrique, était de discuter de cette problématique-là et essayer de voir entre techniciens ce qu'ils peuvent faire ensemble pour pouvoir faire des plaidoyers auprès des décideurs afin de parvenir à réduire la disparité en termes d'accès aux soins dans plusieurs coins du monde. Et donc, ils se sont retrouvés à Genève. La conférence prend fin aujourd'hui. Et nous avons été confortés parce que, disons-le, c'est une fierté nationale parce que c'est un Togolais qui l'a organisé. Et nous avons été confortés par l'intervention du directeur général de l'OMS, qui a vraiment félicité Dr Kodom pour son initiative et exprimé
son engagement et sa disponibilité à accompagner les acteurs dans cette dynamique de plaidoyer-là, afin de parvenir justement à réduire cette disparité-là qui fait que l'accès aux soins n'est pas universel, n'est pas équitable, et donc ça va beaucoup plus en faveur d'une catégorie sociale. Et donc dans l'ensemble, disons que c'est un message très fort, et aujourd'hui on ne peut donc s'en réjouir parce que vous et moi, Sas Gaou, on l'a dit en début de semaine, sur le plan social, on sait que ce n'est pas aussi rose que ça, et en même temps, c'est nous qui disons que nous vivons en agglomération ou en milieu urbain. Et qu'en sera-t-il de ceux nos parents qui sont également dans des milieux d'abord difficiles d'accès, dépourvus de moyens, et donc s'offrir des soins de santé, c'est devenu un parcours de combattant. Et donc l'objectif est que à la fin qu'on arrive à équilibrer la balance pour que qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, tout le monde puisse avoir facilement accès aux soins. Et le directeur général de l'OMS en personne qui dit que nous devons investir dans les soins de santé en milieu rural. À Kouma, Bala, chez les oncles maternels et l'homme, à Mission Tové, chez Ambroise et mes beaux-parents, à Yadeboou, chez Michel, dans tous les coins, même les plus reculés, nous devons faire en sorte que chacun se sente honoré et fier d'être Togolais, et que tout le monde ne quitte pas les localités rurales pour venir s'agglutiner à Lemay. Eh bien, nous allons mettre en point de suspension la question de proximité. On a parlé des fêtes de fin d'année, on a parlé santé, on a parlé lutte contre l'alcool au volant et bien d'autres choses. Eh bien, nous continuons avec la page. S'il vous plaît. Oui, Michel. Par rapport le micro. Par rapport au dernier sujet, la problématique des soins dans les milieux ruraux. Franchement, ça me fait mal, parce que il y a des années, au niveau de l'OMS, au niveau de l'Afrique, on parle toujours des populations rurales en termes de soins, ces populations-là qui sont toujours en retard dans l'accès aux soins. Et au Togo ici, en dehors du docteur Michel Kodom et son équipe, qui font toujours un effort vraiment constant pour aller, qui amène l'hôpital dans les zones rurales. Mais quand ils partent, lorsque vous allez dans ces coins-là, vous allez comprendre que les besoins sont immenses et qu'il faille faire quelque chose. Mais je me rends compte, je ne sais pas, dans cette conférence de Genève où est-ce qu'il y a quand même des représentants de certains milieux ruraux? Parce que c'est les mêmes qui discutent chaque fois. Mais ça n'évolue pas. Il faut quand même qu'on amène peut-être certains chefs cantons pas forcément de chez nous, puisque M-Afrique est international, de certaines localités, pour dire le secrétaire, comment vous l'appelez, de l'OMS, pour lui dire certaines choses. Bon, les mêmes qui vont, ils parlent, bon, ils se séparent. À ce niveau, Magloire, votre journal en parle. Est-ce que Kodom s'est fait accompagner des représentants des populations à la base de chefs cantons ou bien des maires du Togo ou bien d'ailleurs? Ce que je sais que il y a quand même des représentants de la société civile qui y sont. Je n'ai pas vu dans les clichés un chef canton ou un chef traditionnel, mais peut-être, je ne sais pas si vraiment l'organisation a pensé à cette disposition-là, mais c'est une très bonne remarque que vous avez faite, parce qu'il ne sert à rien de se retrouver entre les mêmes personnes, parler des mêmes sujets, et finalement ça devient une balle de ping-pong où vous me balancez, ça vous revient. Et donc le plus important, c'est que les concernés soient associés à la dynamique, et ça fera plus d'émules, ça fera plus d'effet,
Et je crois que ça va être une très bonne chose de faire ce plaidoyer-là également auprès de M-Afrique pour que les prochaines fois, ils puissent vraiment associer les personnes qui vivent en milieu rural. Le président de M-Afrique, qui est un partenaire du Club La Presse, je présume qu'à son retour, nous l'inviterons ici au studio pour mieux comprendre disons, cet aspect. Mais ce que dit Michel doit aller au-delà de M-Afrique, au-delà de l'État. Olivier Adja, on peut adresser cela même à nos chefs et aux nouveaux maires que nous venons d'avoir. Il faut qu'ils soient dans la proactivité, avoir une idée précise des besoins de leurs administrés et savoir prendre des initiatives en complément de l'État. Je suis heureux de vous rappeler qu'il y a la commune Yoto 2 qui organise des journées portes ouvertes pour que les populations de la localité viennent découvrir les services que cette municipalité va offrir. J'ai appris qu'il y a également la commune Agouenivé 1 qui est en session budgétaire pour voir. Donc, il y a également la commune Zio 4 Agapé qui travaille sur des projets d'hydraulique villageoise. Il faut lancer cet appel-là aux maires, que c'est pas seulement se tenir dans leur bureau, mais il faut qu'ils jouent dans la proactivité. Non, ça, vous savez, on a toujours dit, c'est-à-dire, au Togo, on a vu des gens qui tombent comme des cheveux dans une soupe et sont candidats à des élections présidentielles. On ne les a jamais connus, on n'a jamais connu leur parcours, on ne sait même pas qui sont ces personnes-là. Aucun Togo ne les connaisse et ils viennent pour être président de la République du Togo. Ce n'est pas interdit, mais le mieux, c'est que on connaisse le parcours de ces personnes. Et avec les élections locales, avec les élections municipales, c'est le lieu de voir ceux-là qui seront sur le terrain, ceux-là qui vont travailler, les maires. Il y a plusieurs, c'est-à-dire 177, je ne me trompe pas, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc 117 bon, 117 communes, 117 maires, il y a des conseillers, etc., etc. Ceux-là, nous allons les noter par rapport aux initiatives qu'ils vont prendre, par rapport à comment ils vont gérer leur municipalité, leur mairie. Et demain, quand ils vont vouloir, peut-être pour certains, être candidats au poste, ou bien être candidats à une élection législative, d'autres être candidats à l'élection présidentielle, c'est aussi cela, aujourd'hui, la démocratie. Ce n'est pas de voter des gens parce que ils viennent de mon canton ou ils viennent de mon village, c'est mon frère, il est de mon ethnie, ou bien il est mon ami. Non, mais on va voter maintenant les gens par rapport à leur travail, à leur sérieux et aussi par rapport à ce qu'ils ont déjà prouvé au sein de leur communauté. Merci. Parlant de mairie, moi je voudrais juste rappeler aux nouveaux conseillers municipaux et aux maires qui n'ont pas encore payé le mois de, comment vous l'appelez, ça dit c'est un problème. Le salaire de leurs agents. Oui, ça dit que même le mois passé. Vous parlez de quelle commune? Toutes les communes du Golfe. Non, parce que la maire de Yoto 2. Non, je parle du Golfe. Du gouvernorat du Golfe. Oh oui. Toutes les communes qui sont dans le Golfe, les salaires, c'est la croix à la bannière. Et pourquoi ils n'ont pas. Je ne sais pas, parce qu'au départ, on avait appris que c'est le président de la délégation de Lomé qui signait. Maintenant qu'on lui a retiré la signature parce qu'il y a eu mutation, celui qui doit signer pour débloquer les fonds, c'est un problème. Les gens sont en train de creuser des trous pour pouvoir payer les loyers et autres. C'est pas normal. Merci. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un journal même, je crois, Liberté, dans une parution de la semaine, qui a écrit que les maires du Grand Lomé rencontreraient des difficultés à payer le salaire de leurs agents. Mais comme nous n'avons pas encore suffisamment recoupé cela, c'est pourquoi nous n'en parlons pas encore. À moins que Michel, vous avez une indiscrétion à nous confier. Non. Mais tout ça là, c'est noté. Il faut. Moi, j'ai dit ici que les gens se bousculaient pour être des candidats, pour prendre des mairies ou des conseillers, tout ça. C'est bien. Mais j'ai dit que les 6 années à venir, il faut que les populations ouvrent les yeux. Mon frère Olivier parlait de il faut voter les gens en fonction de ce qu'ils sont en mesure de faire. Quelqu'un est parachuté chez moi, je ne le connais pas, il n'a jamais balayé avec nous dans le quartier, on me dit de le voter, qu'il soit mon frère ou pas, si je n'ai rien à tirer avec lui, il faut lui tourner le dos. Il faut que les populations commencent à ouvrir les yeux, à prendre conscience progressivement. 6 années, c'est long, mais c'est très petit. Il faut que chacun apprenne à noter nos maires,
pour les 6 prochaines années. C'est en fonction de ça qu'on verra véritablement ce qui va se passer après 6 ans. La démocratie qui commence à prendre racine à la base, c'est une bonne chose. Des élus municipaux, nous allons à l'Assemblée nationale avec l'Assemblée qui a fait publier un communiqué, 2 communiqués au terme desquels on a appris que l'Assemblée a lancé appel à candidature pour le Conseil économique et social dont le délai expire aujourd'hui. La même Assemblée qui a lancé un autre appel à candidature pour les 2 postes que les députés devront pourvoir à la Cour suprême. Le délai expire également aujourd'hui. En fin de journée, on pourra constater les candidats que l'Assemblée nationale a pu recueillir aussi bien pour le Conseil économique et social que pour la Cour constitutionnelle. Et comme la Cour constitutionnelle se recompose, Magloire, votre journal se demande si le sieur Aboudou Assouma arrive en fin de parcours. Oui, nous avons voulu... Enfin, vous écrivez en l'occurrence, recomposition de la Cour constitutionnelle, le juge Aboudou Assouma résistera-t-il à la tempête? Oui, c'est la question que nous posons cette semaine, parce que il y a quelques jours, le chef de l'État a rencontré les différents présidents des institutions de la République et ils ont discuté du processus électoral, ils ont fait ensemble l'évaluation et ont fait également des recommandations par rapport à une bonne mise en œuvre des différents, enfin, de ce processus-là. Et il a été également recommandé au gouvernement par le chef de l'État, bien entendu, de procéder au renouvellement de la Cour constitutionnelle pour être dans la dynamique de la feuille de route élaborée par la CEDEAO. Et donc, aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir est-ce que le juge Aboudou Assouma va pouvoir résister à cette tempête-là qui s'annonce. Nous avons fait notre analyse, nous nous disons que naturellement recomposer la Cour constitutionnelle, est-ce que ça sous-entend directement changer les personnes? Parce que c'est aussi là la nuance. Et donc, on a fait notre analyse, nous nous disons que quand vous voyez un peu les dispositions de la nouvelle constitution, notamment l'article 101 de la nouvelle constitution adoptée en mai dernier, le chef de l'État... De la constitution révisée en mai dernier. Révisée en mai dernier, le chef de l'État a quand même cette latitude-là de nommer sur les 9 membres 3. Et donc... 3. Le président nomme 2, l'Assemblée nationale élit 2, le Sénat 2. 1 vient des avocats, 1 vient de la Cour suprême et le dernier des universités. D'accord. De toutes les façons, vous verrez que une portion revient quand même au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nomme quand même le président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et donc, c'est le chef de l'État qui va nommer le président de la Cour constitutionnelle. Et quand nous voyons un peu le poids de l'homme, son parcours, son expérience, parce qu'il a été dit que celui qui va présider, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle doit être désigné par rapport à son parcours, à son expérience et tout. Et quand on connaît le juge Aboudou Assouma, on se dit, il a l'expérience qu'il faut. Et surtout, oui, il a plusieurs mandats d'ailleurs. Oui. Mais le problème qui se pose, est que le chef de l'État va vouloir, en tout cas, confier les rênes du processus à une nouvelle équipe à moins de 2 mois d'un scrutin crucial que la présidentielle. C'est là la grande question. Effectivement, depuis lundi, nous parlons du délai très serré dans lequel la Cour constitutionnelle devra être recomposée, d'autant plus que c'est cette Cour-là qui devra valider les listes de candidatures et également proclamer le résultat définitif des élections. Ça, c'est l'aspect juridique même, notamment le Sénat qui doit élire 2 représentants à la Cour constitutionnelle. Or, le Sénat n'existant pas, comment tout cela va se faire? Nous en parlons ici en profane, mais nous recherchons des spécialistes en politique et en droit constitutionnel. Je ne sais pas si vous en êtes, Ambroise. Oui, moi j'ai remarqué qu'il y a un article
dans la Constitution togolaise, il y a un article au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un article qui a été sauté. Si vous vérifiez, je vais vérifier. Il y a une disposition qui a été sautée par rapport justement à ce qu'il faut prendre comme disposition pour remplacer ceux qui devaient venir du Sénat. Oui. Qu'ils ont prévu que l'Assemblée passe par une désignation ou par une avant, l'Assemblée suppliait au Sénat, oui. Mais la nouvelle révision a abrogé cet article. Pourquoi c'est aujourd'hui, c'est en ce moment qu'ils font ça alors que nous sommes à 2 mois de l'élection? Ça, c'est un de deux. Même si c'est à 1 mois de l'élection, ceux-là dont on parle qu'il est compétent pour diriger la Cour suprême peut venir remplacer Aboudou Assoumana. Il a déjà fait plusieurs mandats. Ok, avant Aboudou Assoumana, Michel Tchadja, il faut qu'on arrive à trouver les 9 membres de la Cour constitutionnelle et on verra si Aboudou Assoumana est encore assez jeune, assez beau pour être maintenu au poste. Si on veut trouver les 9 membres, on va les trouver, même à 2 semaines. Il n'y a pas de problème. Tout le droit a prévu tous les mécanismes sont là, toutes les parades pour en arriver là. Si on veut, il n'y a pas de problème. Donc c'est un problème de volonté. De volonté. Si on veut, même en absence de Sénat, on sait s'il n'y a pas de Sénat, qu'est-ce qu'il faut faire. Les juristes sont là, tout est prévu. Il y a les mécanismes pour ça. Maintenant, pourquoi me disent que c'est trop serré? Par rapport à quoi? C'est des Tchadiens qu'on va nommer à la Cour constitutionnelle. C'est des Togolais, c'est des juristes Togolais qui se connaissent, et on ne nomme pas des novices. C'est des gens bien posés. Aboudou Assoumana, ce monsieur, c'est un grand homme. Il a fait beaucoup pour ce pays, mais à tout moment, il peut partir. On ne va pas aller se jeter dans la rivière, non. Il a fait ce qu'il peut à tout moment. Vous savez, les chantiers de l'État appartiennent à l'État. Ce n'est pas, lié à telle ou telle personne, non. Ça dit que aujourd'hui, toute personne, il y en a des gens de la trempe d'Abdou Assoumana dans ce pays. Ils sont là. Donc, il ne faut pas qu'on sème du doute dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Le droit a prévu tout. Si on veut le faire, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, nous constaterons ce que les acteurs feront. Mais l'essentiel pour nous, c'est que tout cela respecte la réglementation pour que il n'y ait pas de failles. Il n'y a pas il n'y a pas de failles dans tout cela. Nous voulons faire la démocratie en nous basant sur la loi. Faisons l'effort de respecter les droits les lois que nous sommes nous-mêmes donnés. Oui, Olivier? Non, mais j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que j'ai l'impression que certains parce que voilà, donc la recomposition de la Cour constitutionnelle concerne nommément Aboudou Assoumana. Aboudou Assoumana est un juge de la Cour constitutionnelle. Et parmi d'autres juges, certes, c'est lui le président, mais c'est pour le moment un juge. Et on peut le reconduire en tant que membre de la Cour constitutionnelle, comme on ne peut pas le reconduire. Il peut devenir encore président de cette Cour constitutionnelle, comme il ne pourra pas le devenir. Mais ça, la loi n'est pas personnelle, ne prévoit pas qu'un certain Aboudou Assoumana, lorsqu'il va quitter, ne pourra plus revenir. Sauf que peut-être on a parlé de la limitation du mandat des magistrats. Mais maintenant, il y a une question d'application. Il faut pas oublier aussi qu'il y a un débat autour de l'application de cette révision-là. Est-ce que c'est immédiat ou est-ce que c'est après qu'on va l'appliquer? Donc, comment il a? Attendons de voir, mais ce qui est sûr, c'est que on risque de retrouver encore un certain Aboudou Assoumana à la tête d'une certaine toutes les figures sont possibles. Pourquoi pas? Et le Mati Djokwe, alors avec vous, depuis hier, 18 décembre, la CENI est ouverte pour tout candidat qui veut venir retirer la fiche de candidature, mais le dépôt des candidatures ce sera à partir du 27 décembre jusqu'au 8 janvier. Ça c'est d'un. De deux, la même CENI qui a annoncé que à partir de demain, vendredi, les listes provisoires des électeurs seront affichées dans les centres de recensement. Et dans la foulée, on annonce également les techniciens de la francophonie et de la CEDEAO qui vont travailler de concert avec la CEDEAO, qui vont travailler de concert avec la CENI pour l'appurement des listes électorales, pour avoir un fichier consolidé qui ne souffre plus de contestation. Non, je pense que la machine est enclenchée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute que l'élection présidentielle de 2020 aura lieu le 22 février. Le premier tour, voilà, le 22 février. Et pour une fois, je pense qu'on aura la chance de découvrir les vrais candidats
à partir du 9 janvier 2020, parce que la date de clôture, c'est le 8 janvier 2020, la date de clôture de dépôt des candidatures, c'est le 8 janvier 2020, et donc à partir du 9 janvier, on aura les vrais noms, parce que jusque-là, on a des noms, comme Ambroise l'a dit la semaine passée sur ce plateau, il y a des gens qu'on considère comme des plaisantins, il y a des gens qui s'annoncent pour des missions qu'ils ne peuvent pas assumer eux-mêmes, et il y a des gens qui s'annoncent aussi pour soutenir d'autres candidats, ce qui est un pacte contre nature. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir découvrir les vrais candidats à cette élection présidentielle, et de deux, on doit aussi, en tant que citoyen, aller s'assurer que nos noms sont véritablement inscrits sur les listes électorales afin que nous puissions véritablement exercer notre droit de vote le 22 février 2020 au premier tour de l'élection présidentielle. C'est important ce que l'homme dit là, parce que des gens s'attaquent souvent aux listes électorales qu'ils qualifient de pas fiables. Eh bien, Magloire, à partir de demain, lorsque la CENI aura affiché les listes provisoires, chacun est invité à aller consulter la liste pour s'assurer que son nom y figure. Et cette liste provisoire va comporter non seulement ceux qui se sont fait enrôler dernièrement pour la révision électorale, mais ceux qui se sont déjà fait inscrire en décembre ou bien en novembre 2018 ou dernièrement pour les élections locales. C'est tous ceux-là qui sont invités à aller s'assurer que leur nom existe. Et si entre-temps également on a connaissance de quelqu'un qui est décédé, on va signaler quand le contentieux va s'ouvrir sur la liste électorale. Oui, en réalité, c'est vraiment ça le rôle ou le devoir de ce citoyen-là qui se sent redevable quelque part envers son pays, parce que si vous êtes allé vous inscrire, c'est que étant donné que le processus n'est pas encore fini, il faut encore retourner voir si vraiment votre nom y est. Parce que le débat est là, on dit le fichier il est corrompu, il n'est pas fiable et tout, mais on ne se donne pas la peine de vérifier par nous-mêmes le minimum de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme nous le savons tous, ça ne suffit pas que parce que j'étais allé me faire enrôler qu'automatiquement mon nom y sera. Il peut y arriver des défaillances techniques ou des noms soient omis. Et donc c'est le moment à jamais pour tous ceux qui se sont rendus dans les centres d'enregistrement d'aller constater de visu si effectivement leur nom figure sur les listes, et également s'ils constatent qu'il y a des gens qui sont décédés mais qui y figurent toujours, de faire en tout cas d'alerter ou de s'approcher des personnes les mieux indiquées pour que cela soit géré dans l'immédiat, et que à la fin on ait un fichier vraiment qui comporte ceux qui devraient être des citoyens à mesure de participer au choix du président de la République. Et pour notre part, en tant que civisme et citoyenneté, lorsque les listes provisoires seront affichées, nous qui nous sommes fait recenser en novembre 2018, ou bien ceux qui se sont fait enrôler à la veille des élections municipales, ou bien ceux qui l'ont fait dernièrement, tout ce beau monde-là est invité et aller consulter la liste pour s'assurer que votre nom y figure bel et bien. Entre-temps, si vous avez connaissance d'un parent, d'un voisin qui est décédé, on le signale. Si vous avez des raisons de penser également que quelqu'un est inscrit sur la liste, mais qui n'a pas le droit d'y figurer, on attire également l'attention de la CELI avant que les techniciens de la francophonie de la CEDEAO viennent travailler avec la CENI pour nous consolider le fichier. Oui, Magloire, une précision? Oui, une précision, c'est un petit bémol que je voudrais placer par rapport à ce débat, et c'est beaucoup plus à l'endroit, n'est-ce pas, des experts de la CEDEAO, surtout de la francophonie. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà en 2015, il y a eu une mission de la francophonie qui a pratiquement fait le même travail, qui a consisté, n'est-ce pas, à consolider le fichier électoral de 2013. Et donc, à la fin de cette mission-là, les experts ont fait des recommandations. Mais demandons-nous à ce jour combien de recommandations ont été mises en œuvre. La principale recommandation, c'est qu'on a introduit le système biométrique. Mais derrière, la mission de l'OIF avait recommandé en 2015 que, après leurs études, ils se sont rendus compte que plus de 75% des inscrits ont été faits sur la base de simples témoignages. Et que ça a induit des cas de doublons
et cela a fait que ça a entaché la fiabilité du fichier. Et donc, pour recommandation, ils ont émis le vœu, ou du moins, ils ont fait des recommandations à l'État togolais de faire des réformes au niveau des États civils pour que chacun puisse disposer d'une pièce d'identité qui comprend des données précises, notamment des données liées à la filiation, pas comme ce qu'on a actuellement qui comprend que le nom et le prénom. Mais dans tout ça, je crois que c'est un débat qui est là, et moi je voudrais beaucoup plus m'orienter vers les experts de la francophonie, de se demander ce qu'ils avaient fait en 2015. Est-ce qu'ils ont déjà eu satisfaction? Nous avons déjà dépassé midi. Nos auditeurs attendent en ligne juste une obligation commerciale et nous nous ouvrons sur eux. 93.5 Canal FM. Nous avons abordé plein de sujets de proximité. Je présume que cela vous intéressera avec la politique. Et déjà, on m'annonce en ligne l'ami Georges. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. L'alcotest. Alcotest, oui. Oui, je pense que c'est une bonne mesure. Mais il faut aller au fond des problèmes. Si nous prenons la route Lomé-Tchévier, combien de morts Lomé-Atakpamé par exemple, combien de morts avons-nous sur cette route? Lomé-Palimé. Et si, après soustraction, et moi je vous dis que la majorité des accidents, c'est à Lomé. L'alcotest sur les grandes voies, c'est tout à fait normal. Mais à Lomé, la circulation est très très dense. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la majorité de ceux-là qui sont en circulation, vous le savez, c'est les motos qui causent les accidents. Donc, il y a des gens en circulation qui ne sont pas faits pour être en circulation. C'est ceux-là qui ont quitté l'intérieur, ils ont décroché, ils ne vont plus à l'école, ils sont venus à Lomé s'adonner aux émigrants. Oh, Georges, un peu d'indulgence pour nous les villageois. Non, oui. Il y a des vérités qu'on doit se dire. Donc, c'est une bonne chose, ça va diminuer le taux de mort sur nos routes. Mais au-delà, il faut sortir certaines personnes de la circulation et voir l'état de nos routes. Ambroise Bojo a l'habitude de dire la route Lomé-Ségbe. Depuis 2 ans, cette route est restée la même. Vas-y voir combien d'accidents il y a sur cette route. Ça, vous habitez dans le milieu. Merci. Et je veux ajouter tout ceci rapidement. Oui. À l'extérieur, aux États-Unis, quand les gens vont pour aller boire, si vous allez prendre une bière, vous allez conduire. Les autres qui vont prendre 3 bières, ils seront derrière. C'est comme ça que les gens s'arrangent pour aller dans les bars. Donc il va falloir que les gens adoptent la même chose ici. Merci. Une bière pour la personne qui va conduire et les autres peuvent aller même jusqu'à 10. Merci pour cette recommandation. Mais on va ajouter à l'alcotest également une véritable éducation sur le comportement sur nos routes. Il y a déjà un abonné, un ami en ligne. Abonné, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Je vais paraphraser votre proverbe d'aujourd'hui. À quoi sert le soleil si nous marchons les yeux fermés? Oui. Donc je considère le soleil comme la radio Canal FM et les rayons du soleil qui nous parviennent comme les journalistes qui animent. Donc félicitations à vous. Merci. Mais il y a certaines obscurités à mon niveau que j'aimerais poser à monsieur Elom et monsieur Tchadia. Pourquoi dans les rapports de police, on ne cite jamais par exemple les raquettes des policiers qui sont source d'accidents? Mauvais état de nos routes, comme on vous l'a dit, la route Ségbe, non l'électrification et l'absence de signalisation, par exemple, sur la route Lomé-Vaughan, qui sont aussi sources d'accidents. Pourquoi on ne les mentionne pas dans les rapports? Merci. Ou M. Sadia, il a bien dit que la loi a prévu tout sur la recomposition de la cour. On a dû le perdre, mais vous avez écouté pourquoi le ministre... Est-ce que le ministre mentionne également les comportements quelque peu indélicats de ces agents, le mauvais état des routes, dans ces bilans dans ces bilans macabres sur nos routes? Et là, Antichogbe, vous n'êtes pas de la police, mais est-ce que vous voulez un peu... Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un numéro vert depuis quelques mois pour permettre de dénoncer les cas de raquettes sur nos routes.
Et donc, je ne sais pas si les citoyens qui ont commencé à tester ce numéro-là et ont quand même gain de cause ou obtiennent satisfaction. Maintenant, par rapport à la signalisation, moi, je l'ai dit dans plusieurs de mes papiers. Vous vous rappelez, j'ai dit toujours qu'il faut des panneaux de signalisation sur des axes. Et j'ai même cité des axes ici pour dire que oui, véritablement, il faut qu'on puisse avoir des panneaux de signalisation pour réguler la circulation au niveau des conducteurs. Les panneaux vont exister, mais encore que les gens sachent lire et se comprendre. comporter en conséquence. Michel, l'ami abonné disait également, il avait commencé par... Je ne l'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi jusqu'à la fin. Oui, Ambroise. Ce que le leader a dit, c'est comme ça, le savoir une anecdote. Vous prenez au moins une bière, vous rentrez dans la circulation, le policier, peut-être lui-même étant saoul. Non, ce n'est pas pour... On va pas faire de la présomption que les policiers sont saouls. On va plutôt écouter l'ami d'utiliser l'alcotest. Oui, Ambroise, on va d'abord écouter l'ami Koulani. Allô, ça. Oui, bonjour. Koulani. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Oui, moi je veux parler du défrichage des cheveux des femmes là. Ouais, parce que l'homme a dit quelque chose, ça fait 500 000, non seulement de l'argent. Non, c'est une dame qui a dit que ses cheveux lui coûtent 500 000 francs par mois. Ce que l'homme a dit, c'est pas une fausseté. Même si c'est 100 000 francs, si c'est 5 000 francs, 5 000 francs par rapport à tout un chacun, on sait ce que ça vaut. Vous comprenez? Non seulement ça, l'argent, le temps. Et puis, tenez-vous bien. Hier, c'est devant ma télé, quand je suivais la dame de la francophonie, là. Elle s'est défrichée, puis la dame de l'Assemblée. Et puis, nous savons d'où viennent ces choses-là. La santé même, hein. Monsieur, même si des fois on nous dit que c'est des perruques, l'air ne pénètre plus la tête. Comment est-ce que vous pouvez réfléchir? Hein? Et il y a, qui disait ça là, il y a une région là en Allemagne là, où ils ont boycotté certains portables qu'on sort parce qu'on vient chercher ça en Afrique, où on appauvrit l'Afrique et qu'on sort. Mais nous aussi, vous voyez d'où viennent ces cheveux là, ces défrichages qu'on sort là, d'où ça vient là. On coupe la tête des gens, les cheveux, on vient vous vendre ça. Mais soyons quand même évoluer. Et puis c'est nos dames qui ont mis pied à l'école, qui deviennent ces modèles pour nos enfants, et ça continue. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas dire que mes femmes ne font pas ça, mais mes enfants non. Parce que si eux le font, parce que c'est pas mes enfants. Mais quand on les conseille, eux conseillent, d'abord pour la santé. On ne parle pas de l'argent, la santé. Le temps qu'ils vont perdre là-bas, et puis ça devient le parlement de l'autre là qui viennent. Ils vont là-bas pour chercher de n'importe quoi pour ramener à la maison, et c'est le foyer foutu. Donc ceux qui écoutent la dame n'a qu'à comprendre, elle n'a qu'à bien se coiffer. Ils ont l'air naturel qui passe, et elles réfléchissent mieux. Elles ne deviennent pas tarées. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'égalité là. Quelle égalité on peut avoir avec des dames qui prennent tout le temps pour défricher les cheveux, qui ne peuvent même pas réfléchir? Merci. On veut imposer le quota des femmes avec les hommes. Merci Koulani. C'est vrai qu'il y avait un contraste. La dame de la francophonie, la tête est très simple, à côté de la présidente de l'Assemblée nationale, à la coiffure vraiment compliquée. Mais attention, nous n'allons pas faire de contre-publicité pour les salons de coiffure. Il faut également que les coiffeuses et les tresseuses puissent travailler, gagner d'argent pour fêter. On va écouter d'abord l'ami Yao Dagoué. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. Bonjour, le plateau. Bonjour à vous. J'ai deux préoccupations, en fait, deux contributions. La première, c'est concernant l'alcotest. Oui. Je sais que pour l'alcotest, c'est noble, mais il faut quand même souligner tout de suite que dans les autres pays, il y a un réseau de transport public très développé. Donc, les usagers n'ont pas vraiment de raison de prendre de l'alcool et de conduire personnellement. Dans notre pays, le réseau n'est pas développé et les bus de Sultan qui circulent la nuit, ça ne circule pas. Or, on sait que c'est en soirée que les gens sortent beaucoup plus pour prendre l'alcool. Donc, monsieur le ministre peut-être devrait faire l'effort aussi de faire un plaidoyer auprès de son collègue de transport pour que le transport public soit développé. La deuxième préoccupation, c'est celui de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous devez savoir que les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de recours. Si vous amenez, quand la Cour constitutionnelle prend des décisions, si vous n'êtes pas content que vous allez par exemple devant la Cour africaine, elle ne pourra pas dire qu'elle revient là, qu'elle coordonne pour que ces décisions soient remises en cause. Concrètement, ça veut dire quoi? Si nous avons une Cour, comme à l'heure actuelle, qui se prononce sur le processus électoral, c'est vrai que la Cour, sa composition n'est pas conforme à la Constitution, mais ces décisions ne pourront pas être contestées devant aucune autre Cour. Si nous avons une Cour incomplète, par exemple cette personne qui rend sa décision, ces décisions ne seront pas aussi non plus contestées. Donc, quel que soit le cas de figure,
on aura une cour constitutionnelle dont les décisions ne seront pas contestées. Ce qui permet donc au régime en place d'essayer de mettre en place cette cour, quelle que soit la physionomie qu'elle aura, il n'y aura pas de possibilité de remettre en cause cette décision. Merci, Monsieur Sass. Je vous en prie. C'est pourquoi ce que nous disons depuis lundi, c'est que la Cour constitutionnelle soit recomposée en se conformant scrupuleusement aux lois de la République, notamment à la Constitution elle-même. L'ami Maglo en ligne, bonjour. Bonjour, Sass, bonjour à tout le plateau. Oui. Je voudrais aborder le cas de l'alcoométrie, l'appareil qui sert à jauger le taux d'alcool dans le sang. Oui. Cet appareil fait partie des copies-collées que les Africains ont l'habitude de faire. Et certainement qu'il a fait beaucoup ses preuves en Europe. Et reste à savoir son efficacité dans notre pays. Je n'ai rien contre ça. Oui. Et seulement je me pose un certain nombre de questions pour aborder les gens, ceux à qui on doit soumettre, ceux qu'on doit soumettre à ce test-là. C'est des gens qu'on prend dans la rue lorsqu'ils passent à moto, en véhicule, et pour leur soumettre à ce test, ou bien c'est à la suite d'un incident ou d'une mauvaise conduite qu'on les soumet à ce test. D'abord, c'est cette question que je me pose. De deux, cet appareil, c'est bien adapté à ce que moi je vois aux pays européens. Vous savez, il y a le climat qui joue beaucoup. Le climat joue. Et la mesure dont il parle de 5 grammes, je crois, dans le sang d'alcool. 0,5 grammes par litre de sang. 0,5 grammes. Est-ce que ça vaut la même chose pour l'Africain que nous sommes? Je ne dis pas que nous n'avons pas le même sang, on a le même sang, mais il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu, comme l'a dit M. Mondro. L'Africain peut supporter 0,20, 0,10 ou bien moins, compte tenu de son état de santé. Vous savez, il y a certaines maladies dont les Africains souffrent. Par exemple, le paludisme qui tue l'Européen, ça ne tue pas facilement l'Africain. Donc, je crois qu'ils doivent adapter, faire une assurance, essayer de voir jusqu'à quel taux on peut punir l'Africain. C'est cette réflexion que je suis en train de mener. Merci. On va vous répondre, Monsieur Maglo, mais nous prenons en même temps un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, abonné de retour. Ah, vous revenez abonné? Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Monsieur L'Homme, de préciser que le 10-14, on l'appelle, mais on n'a pas solution de... Le numéro vert que le ministre de la Sécurité a communiqué. Oui. Vous avez essayé? Allô, l'ami abonné? Il est encore parti. Décidément, il a un problème. Alors, est-ce que le 10-14 du ministre Yark fonctionne ou pas? On s'en était plaint il y a quelque temps. Oui, Michel Tchadja, l'ami Maglo est venu. Comment est-ce que les agents de la circulation choisissent les gens qu'ils soumettent au test d'alcoométrie? Non, moi je pense que c'est dans le même sillage que quand les policiers, en tout cas les policiers ou les gendarmes de la brigade routière, vous arrêtent, vous demandent votre permis de conduire, votre carte grise. C'est dans le même sillage qu'on peut aussi vous demander si vous pouvez souffler dans l'alcotest. Il tire les usagers au sort. C'est aussi une manière de... Comme on vous demande votre permis, vous avez le permis de conduire ou pas. C'est comme ça aussi on peut chercher à savoir si vous êtes en règle avec la loi. Merci. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas à la suite d'un accident qu'on peut chercher. Mais sûrement, s'il y a un accident, la première chose qu'on ferait, c'est de s'assurer que votre taux d'alcool est dans les normes. Oui, mais régulièrement, c'est que on n'attend pas un accident d'abord. Ça veut dire qu'on peut, la police apprécie. Il y a des gens qui, mais on vous regarde, on peut vous arrêter pour voir. Monsieur soufflé, on va voir. Madame soufflé, on va voir. Effectivement, ça peut arriver qu'il y ait un accident et que la personne n'ait plus qu'un seul verre. Il suffit que le policier, avec ses narines, en train de la narine du policier n'est pas une mesure. Ça va arriver. Et puis ça, c'est pour terminer, un petit conseil aux usagers de la route, ceux qui ont des véhicules. C'est avec cette affaire d'alcotest, c'est que il faut éviter aussi d'avoir de l'alcool dans votre voiture. Parce que si vous avez de l'alcool, même si vous n'avez pas bu, et que vous faites un accident, les gens viennent, on dit voilà un soulard. Mais est-ce que la bouteille de l'alcool est ouverte? Non, ça peut. On dit que bon, peut-être vous avez fini une bouteille et que l'autre n'a pas encore été entamé. Donc c'est comme ça. Un petit moment d'obligation commerciale. 93.5.
Canal FM. Eh bien, nous revenons rapidement pour terminer cette émission avec vos cartons de ce jour. Et Olivier Adja, la couleur du carton et les destinataires. Oh, pas de carton, j'ai pas de carton jeu, donc je salue tous les auditeurs qui sont intervenus dans l'émission. Merci, et vous allez nous indiquer les coordonnées de votre tailleur qui vous a cousu cette belle veste. Non, il n'y a pas de souci. Merci, Magloire Teko Kemi. Moi non plus, je n'ai pas de carton. La veste de Magloire aussi. Souhaiter d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année à nos fidèles lecteurs, puisque notre rédaction part en congé dès aujourd'hui. Et donc nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine, mais c'est pas si loin parce que en janvier on se retrouvera. Et le journal est en congé, je comprends, mais vous-même, nous avons toujours besoin de vous dans l'émission le jeudi prochain. Bien évidemment. Ce qui est dit est dit. Est dit. Et là, Mati Chogbe? Bon, moi j'ai un carton rouge, parce que vous savez, au feu tricolore des Carrefour, on constate aujourd'hui un truc. On met sur une pancarte gros penny et on met les numéros de téléphone en bas. Ce truc-là, je n'ai jamais compris. Et on constate que au niveau de tous les feux tricolores, il y a ça. Ouais. Pendant que ce sont des affiches promotionnelles. Est-ce que toi qui prends ton enfant pour l'école, non, je rappelle juste que ce sont l'intimité n'a pas besoin de publicité. L'intimité n'a pas besoin de publicité. Si quelqu'un a un petit penny, il sait où se rendre pour que le penny devienne gros. Et comment il faut que la mairie puisse véritablement nous foutre ça dehors. Parce qu'on n'a pas besoin de ça au 21e. C'est avec nos enfants qu'on amène pour l'école. Au feu rouge, ils voient gros penny, numéro, tout ça. Ça pose un problème moral. Merci. Les mairies interpellées. Mais je rappelle que c'est la HAC qui a la charge de contrôler ce qui passe comme publicité dans notre pays. Magloire, plutôt Ambroise. Oui, moi j'ai voulu saluer M. Montant qui est à la FISEC Togo et Mademoiselle Irène qui est aussi stagiaire à la FISEC Togo. Mademoiselle Irène. Elle vous suit, tout simplement parce que c'est elle qui a envoyé un message hier que je vous ai envoyé par rapport à la dame qui dirige. Non, je dirais à votre... Elle est câblée sur Canal FM tous les jours. Je la remercie, mais je dirais à Madame Ambroise que Ambroise a salué une jeune demoiselle de la FISEC Togo. Michel Diaga. Il faut préciser ça, c'est une dame. Ambroise a le droit de saluer. Non, j'ai oublié, c'est une madame. Moi, je n'ai pas de carton, mais dans le même sillage que Elom Atisogbe, à partir de disons les rails d'Agbalpedo jusqu'au contournement, le prolongement des rails, le garage des véhicules, les titans, je sais pas, en panne ou quoi, c'est là-bas les gens fument du cannabis, c'est là-bas c'est là-bas où les gens font des défécations sur tout l'alignement là. Si les gens ont leur véhicule en panne, ils n'ont qu'à savoir où les garer. Ce n'est pas au niveau des rails. Et si demain, il y a un problème là-bas, je ne sais pas comment on peut... Et les défécations, c'est-à-dire tout cet alignement-là, je dis que les maires, ils ont du boulot. Que les gens dégagent ces véhicules des rails-là. Ce n'est pas bien pour la circulation. Merci encore une fois. À quoi nous sert le soleil si nous devons vivre les yeux fermés? Merci à l'ami abonné qui a noté cela. Encore une fois, à quoi nous sert le soleil si nous devons vivre les yeux fermés? C'est fini pour aujourd'hui. Ma gratitude aux confrères au studio, à vous qui avez co-animé avec vous. Une pensée spéciale à notre ami Maglo. Et rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.